Avec des cheveux noirs sur ta peau dorée, fille du soleil, ton image me poursuit vers le retrouver. Comment l'amour réunit-il les êtres? Pourquoi Dieu ne peut vouloir les séparer? Parfois le jour, je suis à ma fenêtre. Je te revois souriante dans la pensée. Bien que l'amour soit tellement du soleil entier, ton adoré me rappelle l'endroit d'où je viens. La magie de ton corps m'apaise cruellement. Il n'y a pas ton pareil aux filles du soleil. Voilà, c'est terminé. En fait, je pense que je vais faire quelque chose parce que j'ai fait mon document de travail et puis je vais quand même prendre mes lunettes parce que j'ai tout ça comme ça dans mes yeux et comme j'ai fait quelque chose d'assez long, donc pour éviter que ça vous endorme, on va faire ça en plusieurs parties. En fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a que quand on parle de l'importance des fleurs dans une plantation ou dans votre potager, c'est quelque chose qui rentre totalement dans la lutte intégrée, n'est-ce pas? Sauf que beaucoup de personnes m'ont posé des questions sur leur potager et tout ça, et je me suis dit, ça sert à quoi de commencer avec les fleurs dans un potager si les bases en fait de comment réussir son potager, si ça c'est pas encore assimilé, c'est ça. Donc là, je vais faire quelque chose, je vais aller chercher mes lunettes parce que j'ai un document de travail et après, bon, ceux qui voudront, je pourrais aussi le partager, mais ne quittez pas. Me voici. Voilà. Voilà la famille, me voici. On dirait que mon chignon est en train de me lâcher un peu. Mon chignon que j'ai fait en train de tomber. Bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, on va pouvoir commencer. OK? Alors, quand on va parler en fait des fleurs, qu'est-ce qu'on entend par fleurs? J'aimerais beaucoup que ce soit un live assez court. J'ai pas dit bonsoir, pardon, excusez-moi. Bonsoir à tous ceux qui participent. Merci beaucoup pour le temps que vous m'accordez. Merci sincèrement. Merci. Ça me fait plaisir parce que entre deux lives sur l'étude de nos groupes linguistiques, on va parler des sujets que vous me posez le plus en inbox. J'ai l'impression que je suis un peu cramée. Je vais peut-être arrêter la lumière du haut. Là. Est-ce que comme ça, c'est pas mieux? Parce que vous savez qu'ici, on a déjà commencé à perdre le soleil, on a déjà commencé à perdre de la lumière, donc j'allume. Et puis voilà. Bonsoir Will Kogan, ça fait vraiment plaisir de te voir. Bonsoir la famille, bonsoir à tous les participants. Donc, comme vous le savez très bien, sur cette page, je promeux vraiment de nous réapproprier notre environnement dans tous les domaines, alimentation, logement, médication, notre histoire, résolution même des problèmes et tout ça. Là, j'ai commencé en janvier avec l'alimentation. Mais puisque il y en a qui sont encore en train de me connaître et de toute façon, je vous avais exposé des choses, il y avait peut-être beaucoup d'informations. On n'a jamais vraiment eu un petit cours, un petit partage sur comment réussir son potager, vu que je vous encourage tous depuis plusieurs mois maintenant à produire ce que vous allez consommer. Bonsoir Julie Ornelam Joe, ça fait plaisir de te voir. Bonsoir. Donc aujourd'hui, on va pas pouvoir parler de chromobiologie là,
parce que vu l'heure, j'ai vraiment peur. Mais dans tous les cas, si on a un peu de temps, on va parler chromobiologie, donc l'impact des couleurs et sur nous-mêmes. Voilà. Par quoi est-ce qu'on peut commencer? Quand on parle de fleurs, qu'est-ce qu'on entend par fleur? Il faut savoir que la fleur, c'est un organe, c'est l'organe sexuel en fait c'est l'organe de reproduction de la plante. Lorsque vous allez voir la fleur après, elle va être donc pollinisée, ça va vous donner un fruit qui va vous donner ensuite une graine, n'est-ce pas? Ça va vous donner une graine après qui va permettre donc en plus la reproduction de votre plante, de tout ça. C'est en tout cas, simplement, c'est comme ça. Voilà. Donc, quand on parle de fleurs, bonsoir Son Altesse Lina, bonsoir à vous tous, à tous les participants. Donc, quand on va parler de fleurs, je pense que je suis pas à droite, quand on va parler de fleurs, pensez tout simplement à l'organe de reproduction de la plante. Pourquoi est-ce que ça va être important? Et je n'oublie pas les questions que vous m'avez posées en inbox. Je veux juste rester sur mon sujet. Après, je vais répondre à toutes les questions. J'ai vraiment fait un sujet pour ça, comment réussir au potager. Donc, la fleur, elle va être importante. Pourquoi? Elle va être importante parce que lorsque vous allez partir dans votre plantation ou dans votre potager, cette plante-là, cette fleur, pardon, elle va pouvoir attirer des pollinisateurs. Et des pollinisateurs, c'est quoi? C'est que ce sont des insectes qui vont venir prendre le pollen qu'il y a dans les plantes pour les emmener dans les pistils d'autres plantes, tout simplement. Donc, pour favoriser que vous ayez les graines, les fruits pour manger, vos légumes, vous voyez par exemple la fleur de courgette, c'est d'abord une fleur, après ça donne la courgette. Si vous voulez faire les beignets de courgette et que vous prenez la fleur de courgette, ça ne va plus vous donner la courgette, n'est-ce pas? Donc, pour que ça arrive à ça, en général, on a besoin qu'un insecte puisse prendre le pollen quelque part et aller le transporter par-ci, par-là. C'est là l'impact, en fait, des abeilles dans ce monde. À savoir que les fleurs, pardon, lorsque vous allez faire de l'agriculture intensive, lorsque vous allez faire, je cherche un document, un truc que j'avais vu, lorsque vous allez chercher dans tout ce qui va être agriculture industrielle, ça va tuer en fait l'action des pollinisateurs. C'est pour cela qu'aujourd'hui, les abeilles étant en voie de disparition, on dit il faut arrêter, et on revient à la lutte intégrée. Donc, je vais vous dire l'importance déjà des fleurs avant de voir l'impact que ça peut avoir sur nous. Et promis, je vais vous répondre sur même ce que vous pouvez fabriquer tant qu'on a du temps. Je vous répondrai comment fabriquer vos propres herbicides, tout ça, je vais revenir là-dessus. Je finis juste avec mon sujet et on va jumper dans les vôtres, dans les questions en inbox. Et moi, de toute façon, ça m'arrange parce que c'est un peu compliqué de répondre de dire la même réponse à tout le monde. Donc, alors, dans les fleurs, on va parler des fleurs banales que vous pouvez voir, même la fleur d'hibiscus et tout ça. Comment est-ce que ça va être important? Donc, qu'il s'agisse de sa couleur va attirer des pollinisateurs. Donc, on a déjà dit ce que c'était. Sa couleur va attirer les pollinisateurs, sa fragrance, donc le parfum que ça va dégager. Les fleurs, les plantes sont des êtres vivants. Donc, ce sont des êtres intelligents qui vont mettre en place des mécanismes pour attirer leur épanouissement, les pollinisateurs qui sont nécessaires à leur épanouissement. Par exemple, les abeilles qui vont transporter le pollen, les papillons aussi, les chauves-souris qui vont faire tout ça. Il y a certains parfums, par exemple, pour les plantes, puisqu'elles communiquent entre elles, les parfums vont faire fuir des insectes. Les parfums vont faire fuir les insectes, ou bien c'est la manière que la fleur a de faire comprendre à ces insectes-là que c'est bon, vous avez déjà suffisamment pris. Lorsqu'elle va changer d'odeur ou lorsqu'elle ne donne plus du tout de parfum, c'est qu'en général, c'est un mécanisme d'autodéfense que la fleur, elle a mis en place pour
optimiser en tout cas sa croissance, optimiser le fait qu'elle doit gérer ses propres ressources. Donc, la nature est vraiment bien faite. Les colibris aussi vont s'en nourrir. Il y a des nectars qui vont être amers. En général, le nectar, il est sucré. D'accord? À ne pas confondre avec le miela. Le miela est une sorte c'est un faux miel en fait, mais ce sont les déjections d'insectes. Mais nous, on aime bien ça, on mange et puis c'est sucré et puis c'est bon, voilà. Mais ce sont des déjections de pucerons. Voilà, ce sont les déjections de pucerons. J'ai une question avant d'aller plus loin. Est-ce que vous m'entendez? La famille, est-ce que vous m'entendez? Parce qu'en plus, j'ai pas posé cette question. Bonsoir Ugawani, ça fait plaisir de te voir. Bonsoir Kalista Dombi, bonsoir Jizou Abomo, bonsoir. Donc aujourd'hui, on sait très bien que les acacias communiquent entre elles, à savoir quand il y a une invasion d'un type d'insecte, les fleurs vont émettre une odeur qui fait en sorte que tous les fruits, toutes les autres plantes, tous les autres arbustes là vont produire une espèce d'amertume dans leurs feuilles, dans leurs fruits, de telle sorte à faire fuir les parasites ou les insectes qui voulaient venir les attaquer. Ok? Vous avez dû voir certaines maladies de la feuille sur certaines plantes. Ça peut être comme la rouille, comme ça, ou une décoloration. Eh bien oui, je parle des insectes et je vois une abeille, une guêpe chez moi. Donc, les fleurs, donc on continue avec cette intro, elles communiquent. Ce sont des êtres vivants et il ne faut pas vous inquiéter si à un moment ça n'émet plus de parfum, si à un moment le nectar est dur. Tout est mis en place pour attirer les pollinisateurs qui sont nécessaires à sa reproduction, tout simplement. Si vous prenez le tabac qu'on a chez nous, par exemple, son odeur, c'est aussi un insecticide. Et moi, je le dis aux personnes qui font les plantations chez nous, il n'y a pas que l'ail, il n'y a pas que l'oignon. Vous pouvez mettre le tabac aussi parce que le tabac va vous aider avec son parfum à chasser et à repousser les insectes massivement de votre potager. Pourquoi je fais tout ça? Parce que je suis contre l'utilisation des pesticides, des insecticides de synthèse dans nos potagers, dans nos plantations, parce que non seulement ça pollue la nappe phréatique, donc les nappes qui sont en bas souterraines là, et après nous buvons cette eau-là. Et ensuite, lorsque vous allez mettre même des engrais chimiques, des pesticides, n'oubliez pas la capillarité, ce principe-là, c'est-à-dire les éléments en fait de ces engrais en général sont directement biodisponibles et c'est ça qui donne des cancers, qui donne des maladies, qui donne des problèmes du foie et autres. Pourquoi? C'est quoi biodisponible? C'est quelque chose, c'est une substance qui est directement assimilée par le sang. Ça veut dire que ça va directement dans le sang. Lorsque vous utilisez des huiles essentielles, par exemple, c'est une substance qui est biodisponible, donc qui va aller directement dans le sang. Les nanoparticules aussi, c'est exactement ça. Donc, nous, quand on va faire même la formulation cosmétique, il y a des interdictions pour les bébés. On ne peut pas mettre telle ou telle huile essentielle et autres à cause de ce phénomène. Mais lorsque vous allez étudier des pesticides, des insecticides, des engrais de synthèse, tout ça de synthèse pour ce que vous allez manger dans votre potager, mais sachez que ça va dans le sol, là, avec la pluie, tout ça, la plante qui est mise en graine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se développe avec les cheveux, on va dire les cheveux, les espèces de poils là. Donc, elles vont se nourrir tout simplement de ces éléments qui sont déjà biodisponibles là. Elle va prendre ce que vous lui donnez, elle va vous le rendre dans les feuilles, dans vos légumes, dans vos fruits. Et vous, quand vous allez manger, votre corps ne sait pas où stocker cela. On va le mettre, ne sait pas, comment détruire cela. Et ça va faire, en fait, une accumulation de toxines à un endroit qui va provoquer une réaction immunitaire de type inflammation. Donc, ça peut emmener à un dérèglement aussi, qu'on ne comprend pas forcément le cancer, mais ça peut aussi être autre chose. C'est pour ça que je préfère lutter contre la nature par la nature. Et pour commencer à lutter contre la nature par la nature, il faut déjà avoir quelques bases pour son potager. OK? On va parler des bases pour le potager. De la même manière que j'ai souvent parlé du système immunitaire ici, mais on va finir avec l'affaire des fleurs. Et promis, on reviendra sur ces bases-là. OK, la famille? Donc, jusque-là, il n'y a pas de questions, tout va bien. Super. OK.
Donc, par rapport à, je l'avais dit hein, de toute façon, la famille, je l'avais dit qu'aujourd'hui, on était sur les plantes. Donc, par rapport aux fleurs, par rapport aux plantes et tout ça, les fleurs, lorsque vous allez les avoir dans votre plantation, ça va faire quelque chose. Déjà, en attirant les pollinisateurs, ça va favoriser que ces insectes-là puissent, les papillons, les abeilles puissent favoriser en fait booster la productivité de votre potager. Donc, la meilleure manière, c'est d'attirer un maximum de biodiversité à l'endroit où vous avez décidé de planter vos fruits et légumes. OK? Ensuite, par rapport aux couleurs, c'est là où on vient maintenant dans la chromobiologie parce que ce sont des choses qui vont vraiment agir sur votre mental. Non seulement non seulement pour des aspects esthétiques, OK, ça remonte quand même à plus de 5000 ans qu'on a trouvé l'importance d'avoir des fleurs quelque part et même les hommes dans leur tableau peignaient déjà des fleurs et tout ça. À part cela, les couleurs vont vraiment apporter quelque chose en plus. C'est un langage qui est là et sur vous-même aussi dont vous pouvez sincèrement vous en servir. Donc, les couleurs, je l'avais mis dans ce document. Ne quittez pas que je puisse retrouver ça avant d'aller sur des questions, les questions typiques que l'on m'a posées. Donc, vous en faites pas, ça vient, ça vient, ça vient. Donc, par rapport aux couleurs, vous allez les choisir, qu'il s'agisse du rouge. En général, on joue avec le rouge, le jaune, tout ça. Mais oh, le document tarde à s'ouvrir, excusez-moi. Eh ben, ah, je comprends, c'est parce qu'effectivement, j'ai... Bon, j'ai un document de 158 pages. La personne qui voudra récupérer ça après doit déjà savoir que... Mais vous savez, après, c'est des documents que je peux utiliser. Ce sont mes documents de travail. Donc, j'ai pas de problème avec ça. Je travaille une bonne fois. Ça va me prendre une semaine. Mais après, au moins, ça va me servir pour plein de choses. Donc, il y a par exemple des questions qui vont être là. C'est vrai, le rouge, ça va être par rapport à la maternité. Si vous êtes une personne qui est, comment on va dire ça, vous aimez les enfants, vous aimez tout ça, vous cherchez peut-être à être honoré. Donc, le rouge, ça va être une couleur. Vous cherchez des fleurs qui vont être rouges dans votre plantation et ça va vraiment vous aider. Les fleurs, il faut savoir que la plus grande pollution aujourd'hui, c'est la pollution à l'intérieur des maisons. Donc, plus vous allez faire en sorte que votre potager à l'extérieur de la maison, là, d'accord? La plus grande pollution, c'est à l'intérieur de la maison, d'accord? Parce qu'on n'aère plus beaucoup, on est tout le temps avec le climatiseur et puis on n'ouvre plus vraiment les moustiques ou je ne sais pas trop quoi. Donc, plus vous allez emmener d'éléments esthétiques, d'éléments favorisant la biodiversité, d'éléments qui sont agréables, vous allez avoir pour espace de vie à l'extérieur. Et c'est en cela que quand vous allez aménager votre potager, vous devez aussi savoir ce qui peut vous faire plaisir et ce qui peut agir vraiment sur le stress. Donc, j'ai beaucoup d'études là-dessus, comme je vous le dis. Le but ici, c'est pas de vous lire tout ça, mais pour une personne qui a envie d'en savoir plus, je vous donnerai les études qui ont été faites sur le fait que ça stimule l'hormone du bonheur d'avoir dans son potager comme ça plusieurs touffes de couleurs, de couleurs, de fleurs et tout ça. Alors, orange, donc vous aimez tout ce qui est, vous avez la joie de vivre chaque jour, c'est vraiment vivace. L'orange, c'est aussi la couleur de la gourmandise. Le jaune, ça va plutôt être pour rompre avec la culpabilité. Vous cherchez des fleurs jaunes, pensez à la couleur du soleil et c'est comme une réconciliation avec soi-même. Donc, vous allez couper complètement que tout sentiment de culpabilité, tout sentiment d'accusation,
qu'il s'agisse d'accusation de l'autre ou de vous-même. Si vous êtes plutôt sur l'apitoiement de soi, vous allez chercher à avoir des plantes qui sont jaunes. Ok. Le vert, en général, c'est quelque chose qui réconforte énormément. Même le vert est attaché à une odeur herbacée qui réconforte et qui apaise, qui relaxe aussi, qui va faire baisser les tensions et détendre ce que les gens appellent les chakras. Moi, je ne suis pas trop dans ça, mais je suis au moins les études pour prouver que oui, effectivement, ça détend. Par contre, c'est aussi une couleur où on demande d'oser faire des demandes, en fait. D'oser faire des demandes et de savoir dire non. Voilà. Et de savoir dire non. Alors, pour ceux qui aiment la couleur indigo, c'est surtout ce que l'on souhaite. Pour les personnes qui ont des croyances, des pensées qui sont déterminées, c'est vraiment la couleur des personnes qui sont déterminées. Et le violet, ce sera surtout attaché à la foi, à tout ce qui peut être relayé à l'au-delà. Bon, moi, le violet, ça ne me botte pas tellement parce que j'ai souvent vu ça dans les deuils, dans les retraites, dans les deuils, oui. Je me souviens au décès de mon père, c'était déjà du violet, mais c'est une belle couleur. On peut la mettre de temps en temps comme ça. Il y a pas de souci, je vous dis juste, c'est effectivement attaché à la foi, aux croyances par rapport aux divinités, tout ça. Si vous aimez l'écarlate, ben, en général, vous avez besoin de retrouver vos bases, vos limites. Vous avez besoin de vous enraciner, de garder les pieds sur terre. Vous avez besoin de prendre soin de votre corps. C'est votre corps qui vous le réclame. Donc, si vous aimez plus cette couleur-là, voilà ce que ça va révéler sur vous. Et tant qu'à faire, vous allez chercher donc des hibiscus qui sont rouges. On va faire ça comme ça. Des hibiscus, pardon, écarlate. Le rouge, c'est pour ceux qui aiment se faire dorloter, ceux qui aiment se faire dorloter, de se sentir en sécurité, d'être protégé, accueilli, accompagné. Donc, par rapport à la culture aussi, vous allez là prendre encore des plantes qui vont s'attacher à ça, en sachant que si vous prenez la rose, si c'est chez nous, en tout cas, les pluies, ça ne va pas aller avec parce que ça fait vite pourrir la rose. Ça lui donne vraiment beaucoup trop de maladies. Mais bon, si vous êtes sur du sable, ça peut aller bien mieux parce que là, le sol, il va être drainé. Orange, je l'ai déjà dit, c'est vraiment pour s'éclater. La couleur citron, vous avez besoin de vous construire. La couleur turquoise, vous avez besoin de stimuler votre système immunitaire. Vous pouvez trouver cela dans des sortes d'orchidées et tout. Ils font maintenant de beaux mélanges aujourd'hui. Moi, je le dis parce que l'orchidée est à la base une plante tropicale. Même si on voit ça plus en France et autres, c'est vraiment une plante de chez nous. Quand je prenais le train, je voyais cette liane en général dans les grands arbres. Vous pouvez très bien voir ça. Le bleu, vous aspirez à la paix, à la sérénité. Le magenta, donc vous avez besoin de faire l'unité en vous. Voilà en tout cas ce qui se dégage. Sur ce, je vais pouvoir prendre toutes les questions et on va passer effectivement, comme je vous disais, je ne voulais pas que ça mette trop de temps, donc je vais passer aux bases et on pourra poursuivre plus tard sur les bases d'avoir un potager sain. Parce que c'est vrai ce que l'on m'a demandé ce matin. Toi, tu parles des fleurs. Bon, c'est bon pour nous, ok, mais il faut déjà avoir des bases pour... Pourquoi j'ai l'impression que je suis tordue? Il faut déjà avoir des bases pour faire une plantation ou un potager comme ça. Oui, il faut avoir des bases et pour ce faire, on va y aller, ok. On va voir les bases de ce qu'il faut. Donc, on a vu l'importance de ces fleurs-là, de ces fleurs. C'est des choses que l'on ne va pas négliger et on va encore en discuter maintenant. Donc, il y a des règles d'or du jardinage écologique, ok? Et pendant longtemps, en fait, les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis des pesticides, des insecticides, des choses qui n'étaient vraiment pas bien pour nous, pour notre alimentation, et on subit ça sur 2 générations maintenant. C'est seulement depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale qu'on utilise les pesticides chimiques de synthèse et tout ça. Donc là, qu'est-ce que vous allez faire? Les pesticides, les insecticides, je vous disais que ça perturbe vraiment l'équilibre de l'environnement. Ça fait beaucoup, beaucoup de mal, en tout cas à nos plantes et à nous-mêmes. Donc, la meilleure façon de pouvoir prévenir les problèmes dans le jardin, c'est de favoriser un écosystème qui est vraiment bien pour que les plantes puissent très bien pousser. Aujourd'hui, quand
on parle de la lutte intégrée, on essaie de reconstituer en fait l'environnement de la forêt pour que les plantes puissent bien pousser. Si vous remarquez en forêt, d'accord, c'est quoi? Vous allez avoir des arbustes, des arbres, des fleurs, des plantes qui sont toutes petites, des plantes qui grimpent. Il y aura des choses verticales ou horizontales. Donc, tout ce qui est là en forêt, ce n'est pas un hasard parce que les plantes sont interdépendantes. Les plantes vont se mettre ensemble pour pouvoir lutter contre des parasites ou des choses qui peuvent malheureusement, comment on va dire ça, donner des maladies aux plantes qui peuvent tuer toute une espèce. Regardez bien les forêts. Dans nos forêts, il n'y a pas de pesticides, d'insecticides, mais elles sont toujours là, vivaces et bien fortes et les espèces, on les voit toujours, n'est-ce pas? Donc, on va essayer de voir les règles qui font que il faut avoir un bon environnement, d'accord? Vous allez choisir premièrement des plantes qui sont vraiment adaptées aux conditions du milieu parce que c'est leur système immunitaire, c'est leur environnement. J'ai souvent pris cet exemple-là. C'est qu'une armée qui est habituée à combattre au désert, vous allez l'emmener à combattre dans la forêt, la jungle équatoriale, elle va être perdue. De même, on prend quelqu'un qui est dans la jungle, on l'emmène au désert, il ne sait pas comment marcher sur le sable chaud en plein soleil, vous voyez, non? Donc, pour les plantes, ça va être ça. Vous n'allez pas mettre n'importe quelle plante sur n'importe quel sol. Et c'est pourquoi la première règle de mon PDF à moi, si vous êtes sage, je vous donnerai mon outil de travail, mais sinon, c'est pour mes conférences et formations. Alors, donc, la première règle, c'est de placer la bonne plante au bon endroit. Ça, c'est ce que je vous ai dit. Parce que tout simplement, si la plante, elle a besoin d'obscurité, d'ombre comme les hortensias, qui aiment bien pousser à l'ombre d'un arbre, vous n'allez pas du tout les mettre quelque part là où il y a le soleil. Ça ne va pas aller. On sait que le cacao pousse bien à l'ombre du bananier. Donc, comme vous savez que c'est une plante qui aime l'ombre, ben, donnez-lui juste l'ombre. C'est ça. Ça va déjà la fortifier, elle sera au bon endroit et ça va déjà éviter beaucoup de maladies. Parce que si vous avez une plante qui est au bon endroit, là où il faut, ça va augmenter sa résistance et que même des fois, si jamais il y a des ravageurs, des insectes, des pathogènes, elle peut mieux résister. Elle peut elle-même, avec ce qu'elle a pu puiser dans cet élément-là, avoir suffisamment de quoi se défendre en fait face aux attaques. Donc, la deuxième règle, ça va être vraiment de privilégier les plantes qui sont résistantes aux ravageurs et aux maladies. En même temps que dans les fleurs, je vous disais, si vous aimez, si c'est la couleur rouge que vous voulez, parce que ça joue le mieux avec votre personnalité, eh ben, il y a la même, c'est pas la seule plante qui va vous donner des fleurs rouges. Vous allez trouver d'autres fleurs rouges qui vont pouvoir résister au sec ou résister à l'humidité si c'est une plante aquatique qui aime l'humidité, on va dire. D'accord? Donc, à la fin, on va parler des associations, des plantes qu'il faut mettre ensemble pour chasser naturellement les insectes et les ravageurs. Et puis, voilà, je vais vous dire ça à la fin, les bonnes associations. Ensuite, la troisième règle, de mon PDF, c'est de créer, donc je vous ai dit, un milieu diversifié. Donc, dans un écosystème naturel, il y a une multitude d'organismes qui vivent en interdépendance. Et je vous ai déjà dit, les vers de terre, je l'avais dit en janvier, il ne faut pas les tuer. Les vers de terre, c'est quelque chose qui va venir travailler, labourer le sol. Donc, vous gardez les vers de terre. Ne faites pas comme moi, quand j'étais petite au village, j'avais peur et je versais du sel sur les vers de terre et malheureusement, ça les tuait. Non, il n'y a pas besoin de faire ça. Laissez les vers de terre parce qu'il en va aussi de la fertilité et de la structure de votre sol, tout simplement. En quatrième lieu, il faut attirer les prédateurs naturels. Donc là encore, on va parler de nos fleurs. Donc afin d'attirer des prédateurs naturels, les insectes, les acariens, les oiseaux, il faut vraiment choisir les plantes adéquates. Les plantes qui sont attrayantes pour les abeilles. Donc tout ce qui va être jaune, en France, c'est vrai, on va parler du tournesol, mais chez nous, on a des acacias, on a... je ne sais pas si c'est le moringa qui fait les fleurs jaunes.
On a le dartrier qui fait des fleurs jaunes. On en a plein. On a le frangipanier qui donne aussi des fleurs jaunes, je pense bien, même si des fois elles sont blanches. Donc, les fleurs jaunes, ça, je sais que ça attire vraiment les abeilles. OK? Vous allez les attirer comme ça. Et puis, il y a un autre exemple. Il y a plusieurs plantes qui sont attrayantes pour les insectes bénéfiques, qui appartiennent à la famille de la carotte, donc les apiacées. Vous tapez sur Google, vous allez voir les apiacées. La famille de la moutarde, les brassicacées et les lamiacées, donc la menthe, la marguerite, les astéracées. Chez nous, j'ai vu je ne sais pas si j'ai vraiment vu des astéracées, mais je sais que ça pousse très bien parce que les gens l'utilisent dans l'ornement au Gabon. Même, on le voit chez les fleuristes. Alors, ensuite, il faut faire un compost. OK, ça, c'est vos questions, non? Donc, vous avez vu, je promets. Merci. OK, donc le compost va vraiment être l'élément fertilisant naturel. Merci. Pour le jardin, parce qu'il va vraiment venir nourrir le sol, favoriser les micro-organismes. OK, merci. Ça va servir aussi d'abri et de nourriture à ces derniers. Ça va améliorer la structure du sol, équilibrer le pH du sol et il va fournir vraiment des éléments essentiels aux végétaux. Il n'y a pas beaucoup de plantes qui aiment les sols pauvres, mais s'il y a des plantes qui aiment les sols pauvres, pourquoi pas? C'est le cas de la vigne, mais pour nous au Gabon, je vois que en général, nos plantes à nous vont proliférer sur des sols qui sont vraiment, qui sont plutôt riches. Donc, choisissez des engrais naturels, ça je l'ai dit. Pendant la saison sèche, c'est là que vous allez arroser en profondeur. Vous pouvez le faire le matin. Vous allez le faire le matin au lever et le soir au coucher du soleil. Ça ne sert à rien d'arroser quand il fait chaud parce que tout ce que vous allez mettre va s'évaporer avec la chaleur. OK? Vous allez tailler adéquatement les arbres et arbustes dans vos terrains parce que les choses qui poussent à l'ombre de ces arbres-là ont toujours besoin d'avoir de l'ombre. Donc, vous allez élaguer d'une façon que ça ne va pas déstabiliser l'environnement. OK? Ensuite, vous allez éliminer les sources d'infestation, c'est-à-dire les outils que vous allez utiliser. Assurez-vous déjà qu'il n'y ait pas de champignons là-dessus, parce que malheureusement, les champignons, les spores, ça va se répandre et ça va donner de la maladie. Il faut que vos plantes ne soient pas trop serrées, parce que ça pourrit, ça retient trop d'humidité et ça fait pourrir les plantes. Alors, l'utilisation des pesticides, je vais vous donner des recettes pour faire les pesticides à la maison. Maintenant, on va parler du potager. C'est quoi, comment la forme? La forme que l'on a vue. Moi, j'aime bien les formes rondes, d'accord, pour les potagers. C'est ce que moi, je préfère. Mais ma conscience professionnelle doit vous dire la vérité, c'est-à-dire le potager qui va être qui va vous donner un meilleur rendement, c'est vraiment le potager qui est en carré intensif. Voilà. Donc, c'est ça ce que je peux vous dire. Je pourrais peut-être vous poster un schéma ici, mais apparemment, c'est celui-là qui va être le plus optimal lorsque vous allez mettre vous allez faire plutôt un carré que quand c'est pour moi en cercle. Mais ça, c'est ce que je préfère. Et aujourd'hui, je peux vraiment utiliser la forme que je veux parce que je préférais être à l'extérieur, profiter de tout ça. Et je pense que le travail de la terre travaille et laboure aussi mon esprit. Donc, bon, voilà quoi. Après, c'est selon. Si vous débutez, et je pense que si vous me posez des questions en inbox, c'est que vous débutez. Allez-y sur ce qui va être facile pour vous. Le but pour moi, ce n'est pas de vous emmener dans la complication dès le début, mais c'est vraiment que vous vous en sortiez facilement. Bon, quid de ça? Est-ce qu'on peut maintenant parler des associations des plantes à mettre ensemble et à ne pas mettre ensemble? Et c'est sur ça qu'on va finir le compagnonnage chez les plantes. Pour l'instant, je vais prendre vos questions. D'accord. Bonsoir, Jade Manon. Bonsoir, Gaëlle Grèce. Bonsoir. Bonsoir, Rostand. Bonsoir, Aimé.
Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Donc, les questions, les épluchures pour faire du compost, c'est super, Jade Manon. On peut faire une greffe avec les fleurs, oui, bien sûr. Bonsoir, Soapitia. Donc, maintenant, je vais vous donner les associations que dans votre potager, il faut mettre ensemble et les choses qu'il ne faut pas du tout mettre ensemble. D'accord? Alors, je vais repartir à mon document de travail qui est là. Donc, les pois et les fèves grimpantes, c'est vrai. Il ne faut pas qu'il y ait pas de compétition. Il n'y a pas de compétition pour la lumière, d'accord? Bon, moi, je vais commencer par là. Alors, les bonnes associations, les plantes amies. Pour Jade Manon et pour beaucoup d'entre vous qui êtes en France, donc ça va être bien pour vous. Vous allez mettre les concombres avec la capucine. Soit dit en passant, la capucine, ça fait vraiment pousser les cheveux. Donc, les capucines, ce sont des fleurs qui sont comestibles. OK? Donc, elles sont comestibles. Elles sont d'un ton jaune et orangé, hein, avec de belles feuilles en ombrelle. Mais c'est leur odeur, en fait, qui nous intéresse ici dans le jardin parce que l'odeur des capucines déplaît énormément aux insectes qui s'attaquent habituellement aux concombres. Donc, si vous voulez faire du maraîchage, voilà, que ce soit au Gabon ou ailleurs, au lieu de chercher les pesticides, prenez des choses comme ça, comme la capucine et le concombre, parce que la capucine va faire fuir par son odeur les insectes. Le melon et la courge, ça va très bien avec la nette et le fenouil. Donc, je sais que la nette va très bien pousser chez nous. Et qui dit melon, pensez à la pastèque. Qui dit courge, dit ce que les gens appellent la pistache. Quand on fait des sauces chez nous, là, on dit que ce sont des graines de courge et tout ça. Excusez-moi. On dit que ce sont des graines de courge. Ce sont des graines de courge, que ce sont des cucurbitacées. Mais nous, vulgairement, si moi je vais chez le chinois acheter ça, je vais dire la pistache. OK? Donc ça, avec la nette ou le fenouil, ça va très bien. Melon et courge, avec la nette, vous faites votre carré dans le potager avec ça, ça va très bien aller. Parce que les fruits en question ont besoin d'être pollinisés par des insectes pour produire une bonne récolte. Et la nette et le fenouil produisent des fleurs. Donc ça va attirer les insectes qui vont être nécessaires à polliniser les fleurs qui vont vous donner votre fruit du melon ou de la courge après, ou de la pastèque, OK? Donc, ce n'est pas uniquement pour chasser, mais ça peut être aussi pour booster la productivité dans votre jardin. Et la nette, ça pousse très bien chez nous. Donc, laissez ça produire. Ensuite, dans votre potager, vous allez mettre le maïs, les haricots et les courges ensemble. Ça va très bien. C'est un héritage aztèque. C'est quelque chose qui existe aussi dans le Béarn, haricots, maïs du Béarn. Mais ce sont les Aztèques déjà, hein, on appelait ça les trois sœurs. Donc, vous mettez haricots, vous mettez maïs, haricots et courges ensemble. Et pourquoi vous allez les planter ensemble? Tout simplement parce que le maïs va procurer, c'est un bon tuteur pour les haricots, OK, qui ont besoin de s'agripper pour bien se reproduire. Et la culture des haricots produit beaucoup d'azote qui sont nécessaires au maïs et aux courges également. Donc, tout ce qui est de la famille des haricots, même les pois cassés, les pois, voilà. Ça va fixer l'azote dans le sol et ça, c'est vraiment nécessaire au maïs et à la courge. Donc, ensuite, les feuilles de courge, vous savez comment ça pousse par terre, non? Ça va être quand même paillis, d'accord? Parce que ça va permettre de réduire en fait les mauvaises herbes et ça va permettre de conserver l'humidité, sachant que la courge, le maïs sont des plantes qui aiment les sols humides. Vous allez mettre le brocoli avec le souci ou le brocoli avec le calendula. C'est la même fleur. Je vous ai déjà parlé de ça ici. Donc, le souci, c'est une variété annuelle. Elle va être indispensable. Pourquoi? Parce que quand vous coupez en fait le calendula ou souci, ça colle, n'est-ce pas? Moi, j'aime beaucoup cette fleur. Ça colle. Eh bien, cette colle-là, c'est en fait un piège pour les pucerons qui nuisent beaucoup au brocoli. Donc, quand vous allez mettre
association de soucis, calendula et de brocoli, ça va être un avantage en tout cas pour la productivité de votre brocoli. Alors la laitue, vous allez mettre à côté de la laitue de la ciboulette avec ses belles fleurs mauves. La ciboulette, l'oignon ou l'ail. En fait, les éléments soufrés, donc les aliacées ou l'oignon, tout ça, ça va vraiment être bien. Parce que la laitue n'a pas du tout de système de défense naturel. La laitue est vraiment vulnérable. Or, lorsque vous allez planter la ciboulette ou l'oignon ou l'ail à côté, ça va vraiment chasser les chenilles, les pucerons et les limaces qui aiment bien se délecter de votre laitue. Moi, je l'ai vu dans le jardin et ça marche. Alors, en horticulture, le géranium et la rose. Le géranium va être bien pour la santé de la rose. Bon, maintenant, ce qu'on ne peut pas mettre ensemble. Le maïs et la tomate. Ne mettez jamais le maïs et la tomate ensemble. OK, la famille? Pourquoi? Parce que ces plantes-là ne s'aident pas mutuellement. Les deux ont les mêmes besoins. Donc, les deux vont se faire concurrence. Les deux ont besoin de beaucoup d'azote. Le maïs a besoin de beaucoup d'azote. La tomate a besoin d'azote. Donc, ça va se voler. Et l'autre désavantage, c'est que les deux ont un ennemi commun, c'est un ver qui serait vraiment trop content d'avoir un buffet à volonté comme ça pour se nourrir et à la fois du maïs et à la fois de la tomate. Donc, évitez. Deuxième chose à ne pas mettre ensemble, pommes de terre avec tomates. Alors, les deux plantes sont de la même famille. Effectivement, ce sont des solanacées. Hein. Donc, pour chasser, les deux vont avoir des insectes ravageurs et des maladies, des champignons en fait, donc des maladies fongiques en commun. Il faut les éloigner, d'accord? Il faut vraiment les éloigner. Pommes de terre, tomates, éloignez-les. La carotte et l'ânette, c'est à peu près le même principe. Donc, les deux plantes ne doivent pas être placées ensemble parce que ça, en fait, elles peuvent se polliniser elles-mêmes et donc se stériliser elles-mêmes. Vous allez avoir une très, très, très faible récolte. Ça va vous donner des choses stériles. Après, vous avez les choux et les fraises. Ça, c'est pour les personnes qui sont en France. Les choux et les fraises, vous ne les mettez pas ensemble. Parce que ça va moins grossir. Donc, haricots avec oignon ou ciboulette. Donc, les haricots avec les éléments soufrés, c'est-à-dire l'oignon, la ciboulette ou l'ail. Évitez de les mettre ensemble. Évitez. Parce qu'elles se détestent entre elles-mêmes. Il faut juste pas les mettre. On a remarqué que oui, ça, les deux ne s'aimaient pas. Donc, là, je peux prendre des questions si vous en avez. Vous avez vu là des exemples d'associations. Je vais saluer les nouveaux venus. Bonjour Taïrou Diaby, Jikin. Bonsoir Terence Divungi. Ah, ok. Il y a Jade Manon qui nous dit qu'elle n'a pas de jardin. Mais en janvier, en février, je vous ai montré comment sur le balcon, vous pouviez faire de la culture. Voilà. Donc, il y a Calista qui dit que haricots, mais je voyais ça dans les plantations. Oui, nos anciens faisaient ça. Ça, parce que c'est comme ce que je vous disais, ça va vraiment bien ensemble. Là, je lis vos commentaires. Il y a Bourbon Vanier, bonsoir. Ce type de procédé met combien de temps en termes de résistance et de protection? Moi, je dirais que dans la lutte intégrée, il faut vraiment surveiller la plantation. Tout va vraiment dépendre de l'écosystème de chez vous. Là, je ne sais pas où vous êtes. Si vous êtes déjà dans le sud du Gabon et au nord, où là-bas, il fait plus frais, ce ne sera pas la même chose. Si vous êtes sur sol acide ou pas sur sol acide, on part vraiment en se disant, vous avez suivi toutes les étapes qu'il faut. Vous avez fait le paillage, vous avez fait tout ce qu'il faut. Vous faites les rotations. Voilà l'une des choses que maman faisait avec ses plantations au village. Elle avait plusieurs plantations. Donc, un coup, dans la même plantation, elle faisait des rotations.
Jamais le même légume 2 fois au même endroit. Jamais. On va prendre l'exemple des patates. Mais est-ce que c'est un bon exemple? Euh, ok. Entre le potager, vous allez me dire qu'on peut avoir nous autres là et la plantation, c'est vrai que la plantation est plus vaste chez nous. C'est en général plusieurs hectares. Mais bon. Quel bon exemple je peux vous prendre? Il faut faire des rotations. On avait, genre, maman avait à peu près 3 plantations. Elle disait, ça c'est l'ancienne plantation, ça c'est la nouvelle. Et puis, qu'est-ce qui se passait? Elle allait planter. Une fois qu'elle avait récolté, après avoir brûlé, parce que malheureusement, elle faisait de la culture sur brûlis, elle allait planter ailleurs. Elle allait planter ailleurs, mais là, au même endroit, elle allait changer. Et maman n'était pas ingénieure agronome. Moi, j'ai eu énormément de chance d'avoir appris beaucoup de choses auprès de doctorants agronomes, meilleurs, des professeurs de pointure en Europe et ayant moi-même été pendant 9 ans baigné dans le milieu agricole en tant qu'exploitant ou petite fermière si vous voulez. Mais maman le faisait parce qu'elle avait vu ses mamans le faire. Donc, c'est juste des choses qui découlent du bon sens de faire des rotations et, pour augmenter justement la résistance des plantes. Donc, faire en sorte que les insectes, les prédateurs ne puissent pas s'habituer à un endroit à trouver leur nourriture là. Voilà. Alors, la patate douce, c'est par exemple 110 jours pour commencer à donner. C'est 110 jours. Vous pensez bien que une fois que ça a donné, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez peut-être enlever et puis replanter ailleurs, même si si c'est une grande plantation comme au village là, ok, vous allez changer d'endroit, mais vous faites une rotation. Le mieux, c'est même quand, si c'est dans votre potager, vous avez des poules et des moutons. Non, pas des moutons, ils vont tout finir. Les poules aussi, mais bon, je ne vais pas rentrer dans ça parce que j'ai vraiment grandi avec poules et moutons et que c'était un peu nos concurrents. Mais c'est juste parce que où il y a le poulailler, en fait, après, vous allez planter là-bas et grâce aux fientes de poule, vous avez votre fertilisant naturel. Voilà. Euh, Est-ce qu'on a un peu de temps? Merci, Jade. Bon, là, comme beaucoup n'ont pas, moi j'ai une liste de pesticides naturels que je vais quand même vous dire que vous pourrez faire et puis ça en sera fait. Comme ça, la personne qui va me demander encore quelque chose en inbox, je vais dire, écoute, tu vas juste aller reçu tel live. Euh, Comme ça, tu auras toutes les informations. Alors, ne quittez pas, je vais vous donner quand même quelques recettes pour les quelques minutes qui nous restent. Alors, où est-ce que j'ai laissé ça? Mes exemples. Donc, un insecticide que vous pouvez faire à la maison, vous allez prendre 1 litre d'eau avec 10 à 20 millilitres de savon, 10 à 30 millilitres d'huile de bébé, là, 10 à 20 millilitres de bicarbonate de soude. Ça, ce sera quelque chose qui va vous aider. Alors, un répulsif bio, vous allez prendre 2 têtes d'ail complètes. Vous allez couvrir l'ail d'huile, sinon 4 cuillères à soupe d'huile. Vous allez laisser macérer 24 à 48 heures. Et après, vous allez rajouter 2 cuillères à thé de savon et 4 tasses d'eau pour 4 litres. Donc, c'est ça. Vous allez diluer ça. Donc, 1 litre de concentré pour 20 litres d'eau que vous allez pouvoir asperger dans votre potager. J'ai moi toute une liste, comme j'ai ouvert mes dossiers là, que je puisse essayer de retrouver ça. Oh là, comment ça que je suis perdue comme ça? Bon, moi je ne sais pas. J'ai toute une liste, moi tout ça c'est... Bon, ben écoutez, pas grave. Les personnes qui auront des sujets bien précis pourront toujours demander, mais je regarde
dans mon long dossier de 158 pages. J'ai besoin d'une personne pour m'aider. Enfin, j'ai trouvé. C'est juste un PDF pour le coup. Là, c'est juste 5 pages. Hein. C'est tranquille. Donc, déjà, il y a l'alcool à friction là, à 70%. C'est un insecticide. Vous allez prendre 60 millilitres hein, dans 1 litre d'eau et vous allez pouvoir asperger, mais sans brûler vos plantes. OK? Pour moi, il faut utiliser les insecticides uniquement quand vraiment c'est la, comment on va dire, c'est la dernière chose en fait. C'est-à-dire, on a tout qui est bien, un jardin bien entretenu et puis, bon, voilà, dès que la chose apparaît, on va mettre. Et bon, c'est ça. Il y a l'ammoniac, d'où l'intérêt des fientes de poule parce qu'il y a déjà l'ammoniac et que vous n'avez pas besoin de tout ça. Si c'est pour faire l'insecticide à base d'ammoniac, c'est 5 millilitres de savon de vaisselle, 5 millilitres d'ammoniac, 5 millilitres de rince-bouche Listerine et 5 millilitres de jus de citron dans 1 litre d'eau. Par rapport au bicarbonate, ça c'est vraiment pour l'oïdium. On a ça au potager mal mauvais des fois, là, surtout quand il y a beaucoup d'eau. Vous allez dissoudre ça dans du lait dans 4 litres d'eau et puis 50 à 60 millilitres de bicarbonate de soude dans 4 litres d'eau et vous ajoutez un peu du savon vaisselle et ça va aller. Bon, la bière sans alcool, ça va lutter contre les limaces. Le borax, c'est contre les fourmis. Et puis, les décoctions de tabac, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment un insecticide puissant. Vous allez faire bouillir 30 minutes, 500 grammes de feuilles fraîches de tabac ou 100 grammes de tabac séché. Après, dans 3 litres d'eau filtrée. Et après, vous pouvez mettre un peu partout dans votre potager. L'eau savonneuse aussi, c'est un insecticide avec un pH donc basique. Vous comprenez l'importance du bicarbonate. Vous allez diluer 25 millilitres de savon à vaisselle dans 4 litres d'eau et vous allez vaporiser et rincer les plantes à l'eau avant que le feuillage ne sèche. Une parenthèse, lorsque vous arrosez les plantes, évitez d'arroser les feuilles, surtout quand il n'y a pas le soleil. Ça favorise vraiment les champignons. Donc, arroser surtout les racines. Voilà, c'est là-bas que ça va vraiment se nourrir. La farine, contre les problèmes des choux. Si vous utilisez le chou, si vous aimez manger le chou au poisson salé, voilà. Vous allez tamiser en fait un peu de farine sur les choux et ça va masquer en fait les feuilles et les odeurs qui attirent les papillons qui vont pondre des vers dans les choux. Il y a l'huile aussi des boîtes sardines. Ça, c'est contre les perce-oreilles. Je pense que nous tous ici, on connaît les perce-oreilles. Sinon, vous allez taper, vous allez voir. On voyait ça même dans les plantations, tout ça. Les infusions de verveine aussi vont être bien. L'ail également, le jus d'ail aussi va vous aider. Vous faites bouillir ça et puis dans 500 millilitres d'eau, donc 2 tasses, ça va vous aider énormément. L'ail encore en macération dans l'eau, c'est un bon insecticide. L'ail dans l'huile également. Macération de ciboulette, de piment fort, de tabac, de peroxyde d'hydrogène qu'on utilise en pharmacie. Voilà, 35%. Vous diluez 15 millilitres de peroxyde d'hydrogène dans 35%, peroxyde d'hydrogène à 35% dans 4 litres d'eau. Ça vous fait aussi un bon insecticide. Pour ceux qui veulent, bon, le purin, le rince-bouche. Ok, l'oïdium, c'est sûr, ça attaque souvent les tomates, l'oïdium. Donc, le produit qu'on appelle Listerine, là, vous allez prendre, je sais pas, 1 part de Listerine pour 4 parts d'eau. Il faut vraiment diluer ça. Comme j'ai dit, 1 part pour 4 litres. Sinon, ça peut vraiment brûler les plantes. Et le Listerine en question doit contenir l'eucalyptol. Donc, vous allez regarder si ça contient l'eucalyptol ou pas.
La sauce soja aussi, c'est un insecticide contre les perce-oreilles. Le savon, le sel de table contre les limaces. Et contre les limaces, vous avez aussi une solution de café. Vous allez tout simplement diluer votre café. Là, moi, je dirais toujours prenez un 50. Commencez toujours par les petites quantités. 50 grammes de café dans 1 litre d'eau. Vous allez verser. Ça fait fuir vraiment les limaces. Les limaces, les limes en général. Et puis, si vous vous rendez compte que, on les voit encore, là, vous pouvez maintenant augmenter. Vous pouvez maintenant augmenter à 100. Mais moi, je partirais pour 5%, ensuite 10%, voilà, donc 100 ml pour 1 litre et ça devrait être bon. Donc, l'urine humaine aussi, hein, c'est un fongicide contre l'oïdium, donc pour la santé de vos tomates et tout ça. C'est ça ce que je pouvais dire. Il y a une dernière question qui m'a été posée pour lutter contre les éléphants. Pour lutter contre les éléphants, c'est simple. Les éléphants n'aiment pas deux choses. N'aiment pas le piment et n'aiment pas les fourmis. Donc, si vous voulez lutter contre les éléphants qui attaquent vos plantations, vous allez faire une haie avec beaucoup de pimentier, d'accord? Parce que eux, ils fuient ça. Et vous allez planter donc au milieu. Par contre, les piments attirent énormément de serpents et de reptiles parce que c'est leur arbre d'amour, de reproduction, tout ça, tout ça. Hein, vous allez choisir. L'autre chose que les éléphants n'aiment pas sont les fourmis. Si vous pouvez avoir des plantes qui vont attirer les fourmis comme on le voit en forêt, moi je pourrais vous dire pour ici, parce que c'est malheureusement là-dedans que j'ai le plus travaillé dans l'agriculture, mais je sais que si vous allez dans notre forêt, vous suivez seulement ce qui attire les fourmis, vous essayez de reproduire cet écosystème-là. Si ce sont les copeaux de bois qui ne sont pas bien, si c'est la nourriture, si c'est n'importe quoi, chez nous, là, même le sucre attirait déjà un filet de fourmis, eh ben, les fourmis vont faire fuir les éléphants parce que les fourmis sont très redoutables. Les fourmis, quand elles entrent dans la trompe de l'éléphant, elles vont détruire son système. Donc, ça fait que l'éléphant devient fou et c'est comme s'il y avait un court-circuit dans sa tête et puis il se tue lui-même, quoi. Il se suicide tellement il souffre. C'est ça. Voilà ce que je pouvais vous dire. Moi, j'ai terminé et je vous remercie vraiment de m'avoir suivi. Donc, j'ai fini. Finalement, c'est bien qu'il n'y ait pas une deuxième partie. J'ai pu tout dire. J'étais vite au début en chromobiologie parce que je voulais répondre à toutes les questions. Et finalement, bon, on a fait 1 heure, c'est bon, ça me va. Donc, la famille, j'ai terminé. Oui, Jade Manon qui demande la listérine, bonne bouche exactement, mais la listérine riche en eucalyptol. C'est ça. Donc, maintenant, vous savez tout pour votre potager. Vous pouvez maintenant jouer avec. Je vais vous mettre des photos, peut-être, j'en avais déjà mis en janvier, hein, qui étaient vraiment bien pour illustrer un jardin en permaculture ou bien. Là, dans les jours qui vont suivre, en tout cas la semaine prochaine, on se retrouve pour le début d'études sur le groupe Kota Kele. Donc, si vous connaissez des Kota Kele, taguez-les hein, sur les posts précédents où je cherche des gens de là-bas. Pour information, les lives ne sont pas, les interventions, c'est pas juste pour les jolis garçons, les belles filles. Donc, tout le monde peut intervenir. Hein. Je vais d'ailleurs faire un post là-dessus. Donc, tout le monde peut intervenir. J'ai besoin des anecdotes, j'ai besoin de tout ce qui peut nous aider à mieux nous connaître. OK? Sur ce, moi, je vous remercie et puis je vous souhaite vraiment de produire votre alimentation ou de consommer responsable, de faire déjà vos projets. Comme je le dis, la terre, ça ne se vend pas. Le plus petit lopin de terre que vous avez au bled, conservez-le. Et un jour, vous allez produire une bonne partie de votre alimentation qui va alléger aussi votre budget. Voilà la famille. Bien à vous. Moi, je vais remettre Fille du Soleil